Bonjour, merci de choisir Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. Manifestation dispersée à Bamako au lendemain de l'arrestation du Premier ministre et du président de transition. Donc une manifestation de protestation dispersée par les forces de l'ordre. Nous aurons les dernières informations avec notre correspondant sur place, Ibrahim Sori Maïga, au moment où des lendemains sombres se dessinent pour le Mali, épicentre donc de l'insécurité en Afrique. Et puis nous parlerons également dans cette édition des jeunes de Dougar. Les 19 jeunes ont jugé en flagrant délit ce matin. Le procureur a requis 1 mois ferme. La défense plaide pour la relaxe. Le délibéré est attendu en cours d'audience. Une marche à l'instant dans le sud du pays à l'appel des syndicats de travailleurs, de collectifs et autres mouvements citoyens pour exiger de meilleures conditions de prise en charge dans l'hôpital régional, mais également dénoncer la spoliation foncière dans le sud du pays. Polémique autour de l'achat du nouvel appareil, donc du nouvel avion présidentiel. Le Forum civil dénonce le flou entretenu par le gouvernement. Les citoyens ont le droit de connaître le montant et le montage financier. Les réactions à suivre dans cette édition. Et puis nous parlerons également dans cette édition de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la thyroïde, occasion de davantage sensibiliser pour une prise en charge précoce, une pathologie qui touche essentiellement les femmes. On en parle avec Marie-Rosalie Ndiaye. Des précisions donc à suivre dans cette édition. La page sport, ce sera avec El Hadj Malick Ndiaye. Et puis notre invité ce matin, ce midi, Alassane Ndiaye, directeur adjoint des affaires criminelles et de la grâce. Il revient sur les critères de la grâce. Il sera donc l'invité de cette édition. 12h01. Voilà pour les... Bonjour à tous, bienvenue. Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition qui nous mène directement au Mali pour parler de la situation confuse et tendue. Manifestation dispersée à Bamako ce matin par les forces de l'ordre au lendemain de l'arrestation du président de transition et du Premier ministre, quelques heures à peine après la publication du nouveau gouvernement. Ibrahim Sori Maïga, bonjour. Bonjour Isseniang. Quelles sont les dernières informations à Bamako? Alors, les dernières informations font état d'un nouveau communiqué, la première déclaration officielle depuis l'arrestation du président Bandao. Et cette déclaration est lue par le commandant Baba Sissé. Il est le conseiller spécial du vice-président de la transition. Dans cette déclaration, il donne des détails sur les raisons qui les ont poussés à faire cette arrestation. Il s'agit notamment de la formation unilatérale, selon leur dire, du gouvernement par le président de transition et son premier ministre. Donc le vice-président précise également dans cette déclaration qu'il était dans l'obligation d'agir. D'agir pourquoi? Parce que depuis hier nuit, ils étaient en tractation avec le président de transition et le premier ministre pour leur pousser à rester dans la trajectoire de la charte de transition. Car selon eux, ces deux personnalités, premières grandes personnalités du pays, ont violé la transition en mettant en place un gouvernement de façon unilatérale sans la consultation du vice-président de transition. Donc, par conséquent, ils précisent également dans le même communiqué qu'ils sont dans l'obligation d'agir, de mettre hors de leurs prérogatives le président de transition et le vice-président de transition. C'est ainsi que c'est écrit, c'est déclaré par le commandant Baba Sissé. Et pour revenir à la manifestation de ce matin, qui a été convoquée par plusieurs organisations de la société civile, et ce matin, quelques personnes s'étaient rassemblées devant la Bourse du Travail
Donc là-bas, et avant que la manifestation ne débute, les forces de l'ordre en plusieurs pick-up ont venu investir les lieux et recommander aux manifestants de se disperser, de dégager les lieux. Donc actuellement, nous sommes au niveau de l'ASCAD. L'ASCAD est une association citoyenne qui défend vraiment la République. Donc ils sont en réunion, ils viennent également de suivre en direct le communiqué de la junte sur la situation actuelle. Donc pour le moment, je pense que le communiqué est on ne peut plus clair. Il est précisé que le vice-président a repris les choses en main. Il veut s'inscrire dans la droite ligne de la charte de transition et aussi, ils ont précisé, je répète, qu'ils veulent mettre hors de leur prérogative le Premier ministre et le président de transition, Issé Niang. Merci beaucoup, Sori Ibrahim Maïga, notre correspondant à Bamako, qui revenait sur les dernières informations à la suite de l'arrestation par les militaires du président de transition et du premier ministre. Donc, les différents acteurs, notamment les mouvements de la société civile, en réunion, alors que la junte s'est prononcée à travers un communiqué. La junte qui veut reprendre les choses en main, en droite ligne, avec donc la charte de la transition. Coup d'État au Mali vers des lendemains incertains au regard de la situation dans ce pays épicentre de l'insécurité régionale avec le djihadisme qui menace les pays voisins. Le phénomène des épicentres avait donc inquiété le Niger puis le Burkina Faso, deux pays frontaliers au Mali. Le directeur de Timbuktu Institute affirme que seules les parties maliennes peuvent aujourd'hui régler la crise car la CEDEAO et l'Union africaine ont atteint leurs limites, explique Bakary Samb, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Cela augure de lendemains encore difficiles dans ce pays et que l'instabilité du Mali pose toujours un problème au regard de sa situation comme étant épicentre de l'insécurité régionale, notamment avec ce djihadisme qui menace les pays voisins. Et tant que le Mali n'est pas stabilisé, je crois que les pays de la région doivent rester vigilants par rapport au débordement des épicentres, qui, je le rappelle, c'est ce phénomène de débordement des épicentres qui avait à l'époque inquiété le Burkina Faso, mais aussi le Niger et d'autres pays qui sont frontaliers du Mali. Au-delà des condamnations de l'Union africaine et de la CEDEAO, quel doit être le rôle? On retrouve le scénario habituel où, après des condamnations de tentatives de coup de force, la CEDEAO se mobilise, notamment en envoyant aujourd'hui à Bamako Goodluck Jonathan comme médiateur. Et finalement, je crois que les choses vont se régler lors de négociations rudes entre les parties maliennes elles-mêmes. Et c'est la difficulté dans ce pays de trouver un consensus, d'autant plus que les militaires installés au pouvoir à la suite du coup d'État contre Ibeka ne sont plus en odeur de sainteté avec la société civile, notamment le M5 RFP. Il y a une fragmentation du champ politique malien tel qu'aujourd'hui, un consensus est forcément un consensus mou et que ce qui s'ensuit ne sont que des arrangements, alors que les populations maliennes attendaient un changement durable, surtout après les protestations qu'on a connues dans ce pays. Et maintenant, je crois que les condamnations seront là, la solution sera intermalienne, mais je crois que les institutions comme la CEDEAO et l'Union africaine demeurent aujourd'hui non seulement parfois peu crédibles, mais complètement impuissantes par rapport à des situations de coups de force ainsi, eu égard à leurs incohérences ailleurs où des coups de force se sont passés et qu'on n'a pas vu les mêmes condamnations. Bakary Samb, directeur de l'Institut de Timbuktu Institut, qui réagissait à la situation qui prévaut au Mali, une situation qui reste confuse. Il est 12h07 dans nos studios. Parlons du procès des 19 jeunes de Dougar, donc jugés en flagrant délit ce matin. Ils sont poursuivis pour violence et voies de fait sur agent, saccage de biens appartenant à autrui avec effusion de sang entendus à la barre. Les 19 prévenus ont tous nié les faits. Le procureur a requis 1 mois ferme. La défense plaide la relaxe pure et simple. Les faits ne sont pas établis. Le délibéré est attendu en cours d'audience. Nous y reviendrons avec Ismaïla Marcel Koli. Marche des travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor et des victimes de spoliation foncière, tous dans la rue avec l'appui de plusieurs mouvements citoyens, Frappe, Y en a marre ou encore Vision citoyenne. Une marche pacifique pour exiger l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire et la fin de la spoliation foncière. Ben Michel Kanfoudi.
Les travailleurs du centre hospitalier régional de Ziguinchor et le collectif des victimes de spoliation foncière de la commune de Niaguis ont battu le macadam ce mardi pour manifester leur colère et leur désarroi dans les rues de Ziguinchor. Ces derniers ont eu le soutien des mouvements citoyens Frappe France Dégage, Vision Citoyenne et Y'en a marre, dont un des membres, en l'occurrence Landing Bessan alias Kilifeu, s'est dit scandalisé par la précarité de l'hôpital régional. Dans cet hôpital, les patients qui y sont évacués ont plus de chances de mourir que de survivre. Cet hôpital n'a pas d'urologue ni de cardiologue. La centrale à oxygène n'est pas fonctionnelle. Pire encore, la CMU doit à cet hôpital près de 600 millions de nos francs. Dans cet hôpital, nos sœurs, nos mamans qui accouchent ont même des difficultés pour avoir un lit. C'est pas du tout normal et nous voulons que l'hôpital régional de Ziguinchor soit comme l'hôpital principal ou l'hôpital Aristide Le Dantec. Au cours de cette marche qui a pris départ au centre hospitalier régional de Ziguinchor pour atterrir à la préfecture de Ziguinchor, les marcheurs ont brandi plusieurs pancartes sur lesquelles on peut lire l'hôpital régional de Ziguinchor est malade, halte au banditisme foncier, libérer les otages des manifestations de mars dernier entre autres. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor. Ben Michel Kanfoudi, polémique autour de l'achat du nouvel avion présidentiel. Le Forum civil dénonce ce matin le flou entretenu par le gouvernement. La section sénégalaise de Transparency International juge d'ailleurs le communiqué irrespectueux. Birahim Seck, coordinateur du Forum civil, exige des éclairages et la publication du rapport d'entretien de l'avion déclaré vétuste au nom de la recevabilité et de la transparence. Babacar Samb. Adjaï Sagnan, vous l'avez dit, le coordonnateur du Forum civil qui s'est prononcé sur l'achat du nouvel appareil présidentiel, Birahim Seck, qui dénonce le manque de respect de la part de l'État du Sénégal. Aucune information sur le montage financier. L'avion présidentiel est un bien du contribuable sénégalais. Alors, les citoyens ont le droit de connaître le montage financier qui a été fait pour l'achat de ce nouvel appareil présidentiel. Le communiqué en réalité est un communiqué infantilisant, regrette le Forum civil qui parle de manque de considération notoire. Tout achat public, direct ou pas, doit passer par la DCMP. Est-ce bien le cas? Quel est l'avis technique qui justifie la vétusté de l'avion présidentiel? Est-ce que le nouvel appareil a été acquis sur la base d'endettement ou par liquidité? Le citoyen a besoin de comprendre tout cela et on ne peut plus continuer à infantiliser les citoyens en voulant se cacher derrière le secret alors qu'il n'y a rien de secret. Escande Birahim Seck qui estime qu'au nom de la redevabilité et de la transparence, le gouvernement a l'obligation de communiquer de façon exhaustive sur l'argent qui a été injecté dans l'achat de ce nouvel appareil et le type de convention qui a été signé. Le Forum civil exige aussi la publication du rapport du coût d'entretien de Pointe-Sarène. Quand on a à la tête d'un organe de contrôle un directeur illégal, le contrôle ne pourra se faire de façon transparente, conclut Birahim Seck lors de l'atelier de plaidoyer sur la transparence dans les marchés publics tenus donc ce matin à la maison de la presse Issegnan. Merci beaucoup Babacar Samb qui donc suit la rencontre initiée par le Forum civil qui dénonce le flou qui entoure l'acquisition de ce nouvel avion présidentiel. Pourtant, l'avion est affecté au patrimoine du ministère des Forces armées. Le document ne peut pas être disponible. Dans ce cas, le Code des marchés publics permet des dérogations. Il y a le secret défense, explique le professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngoudemboub, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Le président de la République est donc la première institution de ce pays parce que la Constitution liste les institutions de la République et parmi lesquelles le président de la République en tête. Alors donc l'article 44 aussi de la Constitution n'est pas fait du président de la République le chef suprême des armées. Et à ce niveau, l'avion présidentiel est un aéronef à commandement militaire. L'équipage est militaire. L'avion est rattaché affecté au patrimoine du ministère des Forces armées. Et c'est la raison pour laquelle il est baptisé du sceau de secret défense. En tant que tel, en réalité, le marché donc peut ne pas être le document peut ne pas être disponible dans la mesure où il s'agit d'un secret défense
ou de la sécurité présidentielle. À ce niveau, je pense que le Code des marchés publics permet ces dérogations. Pourquoi? Parce que dès lors que c'est des marchés relatifs à la sécurité ou à la défense, il n'est pas imposé à l'autorité administrative. D'ailleurs, on lui permet tout simplement de passer par des procédures dérogatoires et parfois même de non-publicité ou bien de non-publication. Et à ce niveau, je pense que, en l'évoquant ainsi, et notamment lorsque le ministre porte-parole du gouvernement précise d'ailleurs que c'est dans le budget du ministère des Forces armées qu'on a puisé pour acheter l'avion, ça se justifie naturellement dans la mesure où non seulement l'avion, comme je l'ai dit tantôt, en réalité est affecté au patrimoine des Forces armées, mais au-delà de ça aussi, l'avion a un statut diplomatique à l'étranger. Les précisions de Ngouda Mboup, professeur en droit constitutionnel. Parlons du caractère définitif de la condamnation. C'est cela le critère fondamental pour accorder une grâce à un détenu. Voici les éclairages du directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. Alassane Ndiaye rassure, il y a bel et bien une évaluation psychologique du détenu avant toute grâce présidentielle. Il répond à Hapsa Elimane. Le président de la République a le droit de grâce. Maintenant, le président de la République, par rapport à sa politique, peut définir des critères à travers le ministère de la Justice, notamment la direction des affaires criminelles et des grâces. Et sur la base des critères qui sont définis par les autorités politiques, la direction des affaires criminelles et des grâces étudie et examine les dossiers de grâce en rapport avec la direction de l'administration pénitentiaire. Donc les dossiers sont préparés en amont au niveau des établissements pénitentiaires et les listes des personnes proposables sont envoyées au ministre de la Justice qui soumet ces listes à la direction des affaires criminelles et des grâces. Le premier critère ou le critère fondamental, c'est le caractère définitif de la décision. Donc on pouvait s'arrêter à ce critère pour dire que toute personne dont la décision de condamnation est définitive peut être graciée par le président de la République. Ça, c'est le principe. Maintenant, compte tenu des critères que le président de la République en rapport avec les services compétents, un certain nombre de critères a été mis en place. L'un des qu'on prévoit, c'est au moins que la personne qui a été condamnée puisse exécuter la moitié de la peine à laquelle elle a été condamnée. Par exemple, si vous êtes condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme, il faudrait que vous ayez au moins exécuté 2 ans d'emprisonnement. Là, c'est le critère par rapport à la durée de la peine ou ce qu'on appelle le délai d'épreuve. Il y a maintenant un certain nombre d'infractions pour lesquelles, sur la base de la politique pénale du président de la République, la direction des affaires criminelles et des grâces exclut ces personnes, en tout cas ne les propose pas tant pour la grâce. Il y a par exemple les infractions liées aux mœurs. Il y a également les infractions comme le vol de bétail, le trafic de bois, le trafic de migrants, mais également des infractions pour lesquelles la personne condamnée est soumise à un certain nombre d'obligations. C'est notamment le cas du détournement des deniers publics. Les précisions de Alassane Ndiaye. Alassane Ndiaye sera notre invité. Il est le directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Vous l'entendrez plus largement après la page sport. 12h17. Vous suivez toujours Sud Midi. Nous parlons de la pandémie du coronavirus. 2 nouveaux décès liés au Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures par les autorités sanitaires qui ont par ailleurs recensé 16 nouvelles contaminations, dont 15 issues de la transmission communautaire, les 13 à Dakar, un cas à Kaolack, un autre à Mbour. 189 patients sont sous traitement, dont 8 cas graves. Retenez que 2018 personnes ont été vaccinées hier sur l'étendue du territoire. Restons dans le secteur de la santé pour parler de la célébration ce 25 mai de la journée mondiale de la thyroïde, une journée dont l'objectif est de sensibiliser sur les dysfonctionnements de la thyroïde au Sénégal. Le goitre, appelée maladie de base d'eau, est la maladie thyroïdienne la plus fréquente, avec une forte prévalence chez les femmes plus exposées que les hommes. Le stress reste le premier facteur identifié, Marie-Rosalie Ndiaye. La thyroïde, cette glande endocrine située sous le cou, joue un rôle indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Différents troubles peuvent cependant nuire à son bon fonctionnement. Des troubles tels que l'apparition de nodules ou d'un goitre, entre autres. Les précisions du professeur Demba Diédhiou, spécialiste en endocrino-diabéto. Il existe et apparaissent de nouvelles formes de goitres en Afrique, parmi lesquelles les goitres nodulaires, pour lesquels il y a des facteurs génétiques, mais aussi il y a des facteurs environnementaux tels que les irradiations au niveau du cou. Les autres formes de goitres qui sont les plus fréquentes, telles que la maladie de base d'eau ou bien la maladie de Hashimoto, ce sont des formes de thyroïdite qui sont auto-immunes. Cela veut dire les agents qui sont chargés de nous protéger
vont se retourner contre notre propre organisme et l'attaquer. Parmi ces différents types de goitre, celle appelée maladie de base d'eau est la plus fréquente au Sénégal. La maladie de base d'eau, au signe de l'hyperthyroïdie s'associe une exophtalmie, cela veut dire les yeux qui sortent des orbites, et un goitre qui est diffus et homogène avec une tuméfaction cervicale antérieure. Cependant, elle touche plus les femmes et le stress en est le premier facteur. Quand on sait la physionomie de la société sénégalaise, on se rend compte que dans notre société sénégalaise, la femme est plus exposée au stress de notre société, ce qui fait que la maladie de base d'eau semble être plus fréquente chez la jeune femme par rapport à l'homme, à l'enfant et le sujet âgé. Un des moyens de prévention qui a été maîtrisé reste l'iodation de notre sel de cuisine, mais, précise le spécialiste, la sensibilisation pour une prise en charge précoce de ces maladies dites de la thyroïde reste le meilleur moyen de prévention. Marie-Rosalie Ndiaye, il existe plusieurs types de maladies de la thyroïde qui nuisent au bon fonctionnement de cet organe. Des pathologies listées ici par le professeur Demba Diédhiou, spécialiste en endocrino-diabéto, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'UCAD. On l'écoute. Il existe plusieurs types de maladies de la thyroïde. Les maladies en rapport avec l'anatomie de l'organe, en rapport avec le fonctionnement de l'organe et en rapport avec les conflits entre l'organe qui est la thyroïde et le cou en tant que tel. Pour ce qui est des pathologies en rapport avec l'anatomie de la thyroïde, il peut s'agir d'une atrophie, cela veut dire une thyroïde qui diminue de volume, une augmentation du volume de la thyroïde, cela veut dire une thyroïde qui augmente de volume. Et dans ces augmentations de volume, il peut s'agir d'une augmentation généralisée de la thyroïde qu'on appelle le goitre et qui se manifeste par une tuméfaction cervicale antérieure, une sensation de cou gonflé, ou bien une augmentation qui est localisée au niveau d'une des parties de la thyroïde qu'on appelle nodule thyroïdien, sous forme de formation nodulaire localisée au niveau d'une des parties de la thyroïde. Et enfin, on peut avoir des inflammations au niveau de la grande thyroïde. Mais aussi, les maladies de la thyroïde peuvent être en rapport avec le fonctionnement de cette glande en tant que telle. Et dans le cadre de ce fonctionnement, il peut s'agir d'un hyperfonctionnement qu'on appelle hyperthyroïdie, ou bien d'un hypofonctionnement qu'on appelle hypothyroïdie. Et enfin, d'autres pathologies peuvent être en rapport avec le conflit entre la thyroïde au vu de sa localisation au niveau du cou et les autres organes qui passent à ce niveau. Et dans ce cadre, la thyroïde, quand elle se développe derrière le cou, peut entraîner la compression de la trachée, entraînant des troubles de la respiration qu'on appelle dyspnée, la compression de l'œsophage entraînant des troubles de la déglutition et du passage des aliments qu'on appelle la dysphasie, ou bien la compression du nerf phrénique ou bien du nerf diaphragmatique, entraînant soit un hoquet ou bien une dysphonie, cela veut dire une voix qui change de tonalité. Les précisions donc du professeur Demba Diédhiou recueillies par Marie-Rosalie Ndiaye. L'Association sénégalaise des malades de la thyroïde opte pour la sensibilisation à grande échelle pour une prise en charge précoce des maladies de la thyroïde. Elle déplore cependant les ruptures fréquentes de médicaments et les rendez-vous médicaux trop éloignés. Mame Ndeye Sène est la présidente de l'Association sénégalaise des malades de la thyroïde. Ce qu'on voudrait, c'est mener une campagne de sensibilisation par rapport à ceux qui ne connaissent pas la maladie, pour qu'ils vraiment sachent ce qu'est cette maladie-là, les signes et autres. Ça peut permettre à l'avenir un diagnostic précoce. Et un diagnostic précoce serait vraiment un avantage pour les malades de la thyroïde. Car souvent, les malades de la thyroïde rencontrent d'énormes difficultés avant de connaître leur maladie. On profite de l'occasion aussi pour lancer un appel aux médecins, vraiment, qu'ils insèrent les malades de la thyroïde dans les bilans. Ça peut permettre vraiment de déceler rapidement la maladie pour ceux qui en ont et de prendre ça en charge très tôt. Les difficultés qu'on rencontre au niveau de l'association par rapport au traitement, c'est les problèmes au niveau de la rupture des médicaments. Parfois, il y a une rupture des médicaments qui pose parfois problème aux malades. Parfois aussi, il y a parfois les rendez-vous des opérations qui posent souvent problème. Souvent, les rendez-vous, on leur donne des rendez-vous qui sont souvent renvoyés. Et ça, c'est d'énormes difficultés. Ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'on les aide aussi à faire le recensement des malades de la thyroïde, de connaître le nombre exact de malades. Parce que nous qui sommes dans l'association, nous nous rendons compte que la maladie, elle est là, elle est bien présente. On ne fait pas une journée sans pour autant que les gens nous appellent d'un peu partout du Sénégal
pour nous faire part de malades de la thyroïde. Et je crois qu'il est vraiment temps que cette sensibilisation soit faite, que des programmes puissent être orientés à l'endroit de cette maladie qui gagne du terrain. Il y a tellement de maladies que je me demande souvent si effectivement le stress seulement est le facteur déclencheur de la maladie de Basedow. À part la carence en sel iodé qui déclenche, qui est à l'origine du goitre, il y a tellement de malades que je me demande est-ce que c'est le stress seulement et le sel iodé. Donc c'est des questions qui vraiment qui méritent réflexion à l'avenir et qui méritent vraiment qu'on s'appesantisse là-dessus pour vraiment voir effectivement ces préoccupations-là. Nous parlons à présent sport, c'est avec vous El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Adjaï, c'est une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec les 2 matchs amicaux que le Sénégal doit livrer contre la Zambie et contre le Cap-Vert les 6 et 8 juin prochains. Le coach Aliou Cissé a publié aujourd'hui une liste de 26 joueurs. On note des retours. Habib Diallo, Pape Abdou Cissé, Pape Matar Sarr a été confirmé. Nous sommes en direct avec Eumeu Ndiaye depuis Thiès. Eumeu, bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Alors que retenir de cette liste d'Aliou Cissé? Une liste de 26 joueurs, El Hadj Malick, une liste qui n'a pas connu des changements majeurs. 4 gardiens de but, Edouard Mendy, Amigo, Gomis du Stade Rennais, Seny Timothy et Pape Seydou et 22 joueurs de champ. Il s'agit de Youssouf Sabaly, Lamine Gassama, Abdou Diallo, Pape Aliou Cissé, Khalidou Koulibaly, Cheikh Kouyaté, Fodé Ballo, Touré, Saliou Ciss, Idrissa Gana Gueye, Joseph Lopi, Moustapha Nam, Krépin Diatta, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Sada Thioub, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Keita Baldé, Sadio Mané et Abdoulaye Seck. El Hadj Malick, il faut dire qu'Aliou Cissé a donné les noms des joueurs blessés et incertains qui feront tout de même le déplacement pour faire constater leur blessure. Il s'agit du gardien Edouard Mendy, du latéral Fodé Barro-Touré qui peut être remplacé par Abdoulaye Seck d'Antwerp et de Habib Diallo, qui en cas d'indisponibilité peut être suppléé par Abdallah Simon. Sur le choix des adversaires Zambie et Cap-Vert pour les matchs de préparation les 5 et 8 juin, Aliou Cissé a parlé d'une Zambie équipe joueuse qui possède en son sein l'un des meilleurs attaquants africains du moment, qualifiant le Cap-Vert d'une vieille connaissance. Sur le système 3-5-2, son système 3-5-2 tant décrié par bon nombre de Sénégalais, Aliou a parlé d'une option à peaufiner qui peut être utilisée même en cours d'une rencontre. Tout dépendra de la stratégie de l'adversaire. Coach Aliou, qui balaye d'un revers de main son non-choix pour les joueurs locaux ou évoluant dans le golf. Il a donné les exemples de Wagué, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Sidi Sarr, tous sélectionnés par lui avant leur carrière en Europe. Sur la question des prochains renouvellements des instances de la Fédération sénégalaise de football, El Hadj Malick, Aliou s'est voulu très clair, malgré ses bonnes relations avec Maître Augustin Senghor, président de la FFF. Lui s'occupe de l'aspect technique de l'équipe, mais son vœu est que tout se passe dans l'unité et la concorde. El Hadj Malick. Alors, c'est le stade Lat Dior de Thiès qui a été choisi pour abriter la conférence de presse, un stade qui a été en sursis. Alors, est-ce que tout est fin prêt aujourd'hui par rapport au stade Lat Dior de Thiès? On peut le dire, en tout cas, on peut le dire parce que nous avons visité le stade. D'ailleurs, nous l'avons découvert lors du match Jaraaf Coton Sport, que quand même, tout ce qui avait été, disons, réclamés par les commissaires de la CAF ont été réalisés. Les WC et les salles d'eau augmentées, les toilettes dans les mi-virages avec 10 urinoirs et 10 WC aussi réalisées, mais également la tribune de presse avec des pupitres et une zone, un tunnel qui conduit directement les journalistes vers la salle de conférence, une salle de conférence équipée quand même, qui a complètement changé de décor, avec une table, avec des chaises, des fauteuils très disponibles, mais également un système de sonorisation quand même qui est très bien. Donc il faut dire que le stade Lat Dior, quand même, tous les travaux qui devaient être effectués l'ont déjà été faits. El Hadj Malick. Merci beaucoup, Eumeu Ndiaye, en direct depuis Thiès. Alors, retour sur cette liste, 26 joueurs convoqués. Alors, les spécialistes du football se prononcent dans ce dossier signé Odile Menkelane. 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain, 7 attaquants. Au total, 26 joueurs pour les 2 matchs amicaux dans le cadre de la préparation des éliminatoires du Mondial 2022. Une liste où on note la confirmation de 20 joueurs et le retour en sélection de quelques-uns.
Aliou Cissé joue dans la continuité, selon le journaliste sportif Pape Lamine Dour et le coach Abatalib Fall du port autonome de Dakar. La majeure partie des joueurs aujourd'hui qui sont retenus ont déjà connu une sélection, sauf qu'on note actuellement dans cette liste le retour de Lamine Gassama et de Pape Abou Cissé. Lamine Gassama vient pour être peut-être le doublon de Youssouf Sabaly, étant donné qu'Aliou Cissé a déjà convoqué des arrières latéraux gauche de métier comme Ballo Touré, même si Abou Diallo, formé en tant que défenseur central et évolue des fois en tant qu'arrière latéral. Pape Abou Cissé qui était absent, il vient remplacer Ousseynou Ba. C'est une liste à laquelle on a l'habitude de voir avec un groupe équilibré. Il y a une bonne escalade. Pape Seydou Ndiaye, le gardien de but du Jaraaf de Dakar, le seul joueur local sur cette liste de Aliou Cissé. C'est un mérite, précise le journaliste sportif Pape Lamine Dour. Pape Seydou Ndiaye est récompensé par sa bonne performance avec le Jaraaf en Coupe d'Afrique des Confédérations. C'est une bonne nouvelle, même si Cissé a convoqué 4 gardiens dont Edouard Mendy et Alfred Gomis qui sont vraiment les cadres. Par contre, le coach Abatalib Fall fustige la présence d'un seul joueur local sur cette liste. Surtout déploré, c'est l'absence des joueurs locaux comme ceux du Jaraaf ou de Teungueth FC. Le TFC est en train de faire aussi un bon parcours en championnat. Donc au moins sur les 26 jours qu'on a appelés, au moins il devait figurer quelques locaux. Pour rappel, le Sénégal va jouer le 5 juin prochain contre la Zambie et le 8 du même mois contre le Cap-Vert. Ces matchs amicaux vont se jouer au stade Lat Dior de Thiès. Voilà, c'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. C'est la différence.